Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de ce soir, le militaire recrutés de force dans le rang de 1-23 sont appelés à se désolidariser de ces mouvements terroristes. Au message de FARDC, vous écouterez le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée, tout à l'heure. Riposte contre Ebola, énième test pour le gouvernement congolais. Des défis logistiques pour acheminer le vaccin reste énorme. Le important de vaccin contre Ebola est arrivé dans le Kasaï, zone touchée par cette épidémie. Développement dans le corps de cette édition. Une question également à la une. L'atome peut-il être au service de la santé? C'est les plaidoyers de la ministre de la Recherche scientifique à la 69e conférence de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne. Et Cédric Kenina sera de la partie pour le fact-checking. Avec lui, nous allons déceler le vrai du faux. Bonsoir Cédric Kenina. Bonsoir. Je vous retrouve dans quelques minutes. D'abord, l'actualité à la Cité de l'Union africaine. Le président de la RDC a reçu l'ambassadeur du Portugal et le ministre d'État aux infrastructures et envoyé spécial du président Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Les deux visiteurs étaient porteurs de messages de leur pays. En début de cette édition avec ses reportages signés Jules Chitumbayi, bienvenue Kabamba, champion d'Angui et Romain Bouda. Les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent à tous les militaires capturés ou portés disparus à Goma et Bukavu, aujourd'hui pris en otage par la FCM 23 et alliés, que vous êtes et restez militaires des FARDC. Vous avez été formés pour servir la République et défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême contre cet ennemi. N'accordez aucun crédit aux promesses données par ces vendeurs de vent et d'illusions. Ils veulent se servir de vous comme leurs esclaves contre vos propres frères et sœurs, au détriment de vos intérêts et au détriment des intérêts de la République. Les souffrances déjà endurées entre les mains de ces hors-la-loi doivent renforcer votre conviction et votre détermination à les combattre, à défendre l'intégrité territoriale de notre pays et à protéger nos populations. Cela doit constituer pour vous un motif supplémentaire de fierté, de patriotisme et de loyauté envers la République. Il serait pour vous un grand déshonneur et un grand sacrilège de mettre en cause votre serment envers la République, celui de ne jamais trahir le Congo, et de tourner les canons vers la mère patrie, vers votre population et vers votre propre armée. Dans ce cas, la République et les générations futures ne vous pardonneront jamais. Considérez ces souffrances imposées et le massacre de vos collègues par les terroristes de la FCM 23 comme un sacrifice. Faites tout ce qui est possible pour retrouver le camp de la patrie, comme l'ont déjà fait beaucoup d'autres parmi vous. À la moindre occasion, faites tout pour tourner les canons contre l'ennemi. Quittez ces rangs et rejoindre les FARDC. À l'instar de tous les militaires exfiltrés par le CICR des installations de la MONUSCO de Goma et à l'image de nombreux autres ayant déjà fui les horreurs de la FCM 23, vos places dans les rangs des FARDC restent intactes et nous continuons à vous prendre en compte dans la base des données de l'armée. Vos rémunérations et vos primes des opérations sont toujours disponibles. Nous vous encourageons à regagner par tous les moyens possibles le camp de la patrie. Prière de nous excuser pour ces problèmes purement techniques. Vous venez de suivre le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée nationale, qui demande aux militaires recrutés de force dans le rang de 1-23 de se désolidariser de ces mouvements terroristes et de n'accorder aucun crédit à ces vendeurs d'illusions. Nous allons revenir sur cette rencontre du garant de la nation avec l'ambassadeur du Portugal et le ministre d'État aux infrastructures et envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso. Bien avant la réunion des conseils de ministres, les chefs de l'État accordaient des audiences successives à des émissaires spéciaux. L'ambassadeur du Portugal, accrédité à Kinshasa, était porteur d'un message de son président Marcelo Rebelo de Sousa, destiné à son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Portugal sollicite le soutien de la RDC à la prochaine candidature du Portugal au Conseil de sécurité, comme ce pays l'avait fait pour la RDC.
Je suis très reconnaissant à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la RDC, chef d'État, de m'avoir reçu aujourd'hui, parce que c'était très important pour le Portugal de pouvoir lui passer le message que je lui ai livré de son homologue portugais, le chef d'État portugais, président Marcelo Rebelo de Sousa, avant le segment de haut niveau d'Assemblée générale des Nations Unies qui commence la semaine prochaine à New York, parce qu'on a plusieurs domaines de coopération bilatérale mais qui se reflètent au niveau multilatéral, notamment dans le domaine de la défense du multilatéralisme et d'application de l'enforcement des règles des décisions du Conseil de sécurité, de la réforme du Conseil de sécurité. Nous, on a appuyé la candidature de la RDC et on compte sur l'appui de la RDC pour notre candidature pour la période 2027-2028. Le deuxième à être reçu, le ministre d'État aux infrastructures et envoyé spécial du président du Congo-Brazzaville. Jean-Jacques Bouya était porteur du message du président Sassou Nguesso à son homologue dont le contenu n'a pas été révélé. Toutefois, le ministre Bouya a laissé entendre que ce message est relatif notamment au projet d'intégration régionale. Les principaux projets régionaux entre la RDC et Congo-Brazzaville demeurent la construction d'un pont route-rail reliant les deux pays dans l'objectif d'améliorer la circulation des personnes et de leurs biens afin de réduire le coût des transports. Santé à présent, un lot important de vaccins contre Ebola est arrivé dans le Kasaï, zone touchée par cette épidémie. Par contre, le défi logistique pour acheminer ces vaccins reste énorme. Cédric Kenina. La riposte s'organise contre la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Un premier lot de 400 doses du vaccin Ervebo contre Ebola, issu du stock national de 2000 doses, prépositionné dans la capitale, a été livré à Boulapé dans le Kasaï, l'un des épicentres actuels de l'épidémie. D'autres doses seront acheminées dans les localités touchées dans les prochains jours. Mais cependant, les défis restent énormes. L'acheminement des vaccins contre Ebola dans les zones touchées par une épidémie est un processus complexe qui se heurte souvent à des défis logistiques et infrastructures, notamment dans les pays comme la République démocratique du Congo, où l'accès aux régions isolées peut être difficile et nécessite des moyens de transport spécifiques pour la chaîne du froid. Le groupe international de coordination sur le vaccin, GIC, gère un stock national de doses qui peut être expédié en urgence. L'OMS et ses partenaires travaillent déjà à la livraison des vaccins et du matériel de protection aux personnes qui en ont plus besoin. Parlant de la logistique de la chaîne du froid, les vaccins contre Ebola nécessitent une conservation à ultra basse température, exigeant des équipements de froid spécifiques pour son transport et son stockage. Les coûts de développement des vaccins et les déploiements des campagnes de vaccination dans les zones épidémiques posent des défis, en même temps économiques qu'opérationnels. Un séminaire sur la bioéthique a été organisé par la faculté de médecine de l'université de Kinshasa dans le but de permettre aux médecins spécialistes de peaufiner leurs recherches. Pati Tundong. Près d'une centaine de médecins spécialistes se sont retrouvés en séminaire doctoral de bioéthique à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Doter ces chercheurs des notions sur l'éthique dans leur pratique, c'est l'objectif de ces séminaires de 3 jours co-animés par les professeurs Laurent Ravès de l'université de Namur en Belgique et Darius Makindou de l'école de santé publique de l'UNIKIN. Dans sa vision de redynamiser les formations continues comme ponctuelles pour le professeur Tite Mikobi, vice-doyen en charge de la recherche, thèse et agrégation à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, la bioéthique est une notion indispensable dans le parcours d'un doctorant. La redynamisation de ces activités a commencé par donner aux doctorants les matières nécessaires pour leur permettre de commencer leurs recherches, de poursuivre avec leurs recherches jusqu'à la publication des résultats et à la rédaction de leur dissertation doctorale. Toutefois, l'aspect culturel n'est pas à négliger dans la bioéthique. Le professeur Laurent Ravès
l'a martelé. La bioéthique ne peut pas rester une bioéthique occidentale. Il faut s'ouvrir à la dimension congolaise, à la dimension africaine. Et là, c'est un vrai défi de s'ouvrir à une réflexion qui soit à la fois internationale, mais aussi congolaise, avec les valeurs congolaises. Relever les défis de la recherche en République démocratique du Congo, c'est aussi promouvoir son éthique. Parler éthique de la recherche, c'est parler valeurs, c'est-à-dire les valeurs qu'on doit respecter pour mener la recherche. Pour le docteur Arlette Mavila, ces séminaires tombent à point nommé, étant donné que dans les protocoles de recherche, plusieurs questions d'éthique se posent. Ce séminaire nous a amené plusieurs principes qui peuvent nous aider à trouver des solutions sur les problèmes éthiques, les dilemmes qui se posent, afin que nous puissions arriver à prendre des décisions qui seront justes, acceptables et appropriées pour toutes les situations. La recherche est le moteur de développement, a reconnu le docteur Kabwe, qui a salué à sa juste valeur cette formation organisée par le professeur Tite Mikobi. Posons à présent cette question. L'atome peut-il être au service de la santé? C'est le plaidoyer de la ministre de la Recherche scientifique à la 69e conférence de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne. La RDC réitère son engagement ferme en faveur de la non-prolifération des armes nucléaires. Alain Bikaï. À la tribune de l'Agence internationale de l'énergie atomique, la République démocratique du Congo a une nouvelle fois marqué sa présence sur la scène internationale. Dans son allocution, la ministre de la Recherche scientifique et Innovation, professeure Marie-Thérèse Sombo, a réaffirmé l'engagement du pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à contribuer activement aux enjeux nucléaires mondiaux, mais exclusivement à des fins pacifiques. L'AIEA demeure un partenaire stratégique pour mon pays en lui permettant de tirer parti des applications pacifiques de l'énergie nucléaire dans des domaines variés, notamment la santé, l'agriculture, le contrôle minier et la gestion des ressources naturelles. La République démocratique du Congo demeure attachée à l'esprit et à la lettre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et réaffirme son engagement à utiliser l'énergie nucléaire exclusivement à des fins pacifiques. Notre pays, qui fut le premier en Afrique à disposer d'un réacteur de recherche nucléaire fonctionnel, poursuit ses efforts pour relancer et renforcer son centre régional d'études nucléaires de Kinshasa. Marie-Thérèse Sombo a également saisi l'occasion pour lancer un appel aux partenaires de la RDC pour la construction des centres de recherche en cancérologie dans le pays. Autre plaidoyer fort était de briser les stéréotypes qui freinent l'accès des jeunes filles aux filières scientifiques et techniques, conditions essentielles pour bâtir une relève innovante et inclusive. On change carrément de registre. C'est la première fois qu'un chef du gouvernement foule le terre de ses territoires passés symboliques à Moba. Dans le Tanganyika, hier jeudi, la première ministre Judith Suminwa Tshilombo a apporté un message d'unité et d'engagement concret dans un contexte marqué par l'insécurité. C'est un reportage de Chimandondo Pompomba et Joe Patrick Koko. C'est une première dans l'histoire de Moba. Un chef du gouvernement foule le sol de ces territoires enclavés du Tanganyika. La première ministre Judith Suminwa Tshilombo n'y est pas venue les mains vides. Elle y a apporté une parole forte, de promesses concrètes et un message d'unité dans un contexte sécuritaire tendu. Lelo, mokonzi mboka lobi na ngai, tambola, lero kele Tanganyika, tosuka na kalemite. Kende tina Moba, pona zana bato pona na Moba. Baye bake ngai mokonzi mboka na kanisa bango. Message à liboso. Eza message ya unité. Moba eza na Tanganyika. Tanganyika eza na République démocratique ya Congo. Biso nyonso tutoza obe moko. Umoja o biso tolobi, tolingi yango. Tozala na amani, c'est ça, non? Tozala na kati ya amani. La visite de la chef de l'exécutif central, Judith Suminwa, n'était pas que symbole.
Au port de Moba, englouti en partie par la montée des eaux, elle a conduit une inspection aux côtés de plusieurs ministres et du directeur de la CGT. En amont de Moba, la première ministre avait présidé une réunion du Conseil provincial de sécurité à Kalimi. Les députés provinciaux et les représentants de la société civile. Objectif, transmettre les orientations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et galvaniser les forces locales face aux menaces dans la région. Au-delà de nos frontières aux USA, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre congolais de la fonction publique, a discuté avec la responsable de la coordination de projets de pays à contexte fragile de la Banque mondiale. Au menu, accompagner le réforme au sein de l'administration publique et renforcer les capacités du personnel de l'État. Cédric Kenina, Nadine Kilosho et Mokia Maluma. En marge du Forum mondial sur les coalitions en faveur des réformes tenues les 16 et les 17 septembre 2025 à Washington, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a participé à une séance de travail de haut niveau au siège de la Banque mondiale avec Madame Maïmouna Mboy Pham, responsable de la coordination des projets dans les contextes de fragilité, conflits et violence. Lors de cette rencontre stratégique, la Banque mondiale a sollicité l'expertise du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou pour mieux comprendre l'approche congolaise des réformes administratives, notamment les outils non techniques et leviers d'influence utilisés pour faire avancer dans un environnement complexe des réformes structurelles aujourd'hui saluées sur la scène internationale. Les réformes de la fonction publique sont très difficiles parce que ça touche les fonctionnaires et ça n'avance pas souvent dans beaucoup de pays. Donc le fait de pouvoir avoir des résultats tangibles fait que nous avons voulu connaître quelle a été la recette miracle du vice-premier ministre de pouvoir aligner la volonté politique, fédérer les énergies autour de cette modernisation et pouvoir également convaincre d'aller vers une administration qui va plus s'orienter vers le développement. Et nous nous réjouissons de tout ce leadership politique et nous pensons que ce n'est qu'une étape et que nous allons pouvoir aller au-delà, surtout vers la décentralisation, faire en sorte que ce qui a été fait au niveau central, qu'on puisse également le décliner au niveau le plus reculé pour que chaque citoyen puisse sentir que l'État est là pour le protéger et également pour délivrer des services de base. Consciente de l'impact tangible des réformes en cours en RDC, la Banque mondiale a également exprimé sa volonté d'accroître son appui technique et financier pour accompagner la poursuite de cette transformation ambitieuse de la gouvernance publique congolaise. Autre grand titre de ce soir, évaluer les possibilités d'installation d'infrastructures, notamment les silos modernes pour le stockage de denrées alimentaires en RDC. Le coordonnateur national de la réserve stratégique générale veut s'inspirer de modèles sud-africains basés à Pretoria pour lutter contre la pénurie de farine de maïs. Vêtements Koutiba. Vers l'installation des silos modernes pour la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. En mission officielle à Johannesburg, en Afrique du Sud, le coordonnateur de la réserve stratégique générale, Serge Mulumbakachi, a engagé une série d'échanges stratégiques avec des entreprises sud-africaines. Objectif, établir un partenariat pour l'installation des silos modernes en République démocratique du Congo. Ces infrastructures permettront un meilleur stockage de denrées alimentaires, garantissant ainsi la sécurité alimentaire à travers le pays. Le but principal de notre mission ici en Afrique du Sud, c'est de pouvoir repliquer ce genre d'infrastructure que vous voyez derrière nous, essentiellement pour des denrées alimentaires périssables comme le maïs. Le maïs est identifié chez nous comme étant un produit stratégique. Ce genre d'infrastructure devrait être installé dans des zones ou des régions à fort potentiel agricole, comme vous l'avez vu ici, afin de permettre de pouvoir stimuler la production locale. Nous allons donc travailler avec les producteurs locaux pour leur permettre de développer davantage leur culture. Et nous allons par la même occasion donc racheter leur production ou même leur permettre de stocker tout simplement dans ces infrastructures. Le coordonnateur de la réserve stratégique générale a insisté sur l'urgence de doter la RDC d'installations adaptées notamment dans les zones à fort potentiel agricole afin de booster la production locale et réduire les pertes post-récolte. Ces partenariats marquent une étape concrète vers la matérialisation de la vision du chef de l'État pour une souveraineté alimentaire durable.
Et puis ces images du vice-premier ministre de Transport assisté à une simulation d'accostage d'un navire illustrant le progrès enregistré de la modernisation des infrastructures portières en RDC. Jean-Pierre Bemba Gombo s'est rendu au port de Matadi pour une évaluation de travaux de modernisation du développement du terminal container de Matadi. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, voulait personnellement avoir suffisamment d'informations techniques et s'assurer du respect du calendrier et des normes qualitatives de ces travaux de modernisation. Il était accompagné du gouverneur du Congo central, du président de l'Assemblée provinciale et des députés provinciaux, des responsables de la CVM et de l'ONATRA, des notables, ainsi que les membres du conseil d'administration du MCTC. Ces travaux en cours sont exécutés du pied 5 au pied 7 en passant par la base vie et la centrale à béton. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo a également assisté aux manœuvres d'accostage au pied 4 du navire MSC Haïti 2 long de 180 mètres. À l'issue de ces tests qui se sont avérés concluants, nous avons échangé sur les progrès que nous réalisons dans la modernisation du port et du terminal MCTC. En l'occurrence, en ce qui concerne les travaux, nous avons pu l'éclairer sur les progrès réalisés ainsi que les points pour lesquels nous avons besoin de collaborer avec l'ensemble des acteurs portuaires pour finaliser le projet. À l'issue de la visite, le management du MCTC a présenté au vice-premier ministre le master plan du nouveau terminal à conteneurs. Nous avons procédé à certaines évaluations techniques qui ont été réalisées aujourd'hui, nous réconfortent dans le choix technique pour la réalisation de cette modernisation. Et de palper les améliorations qu'il y a dans ces domaines, surtout portuaires. Nous avons échangé avec ces autorités sur d'autres perspectives qu'ils ont en fait ici souhaité à ce que nous puissions intégrer aussi. En outre, le management de MCTC a exprimé sa profonde gratitude au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée et son appui permanent à la réalisation de ce projet structurant au bénéfice de la nation congolaise. À Mwanda, le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a visité la Société congolaise des industries de raffinage pour constater le déroulement des activités principales outils d'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Rodépanda. Arrivé depuis le mercredi 17 septembre à Mwanda, province du Congo central, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a amorcé une visite à la Société congolaise des industries de raffinage SOCIR, une entreprise d'économie mixte dont l'État congolais détient 50% des parts et joue un rôle essentiel dans l'approvisionnement des produits pétroliers dans la zone ouest. Daniel Mukoko Samba veut se rassurer du bon fonctionnement et de la viabilité de cet outil principal d'approvisionnement en pétrole du pays qui enregistre ce jour une hausse de demande qui est passée de 50,555 mètres cubes à plus de 85 000 mètres cubes. Le patron de l'économie congolaise a visité quelques compartiments de la GT, port pétrolier, assisté de l'administratrice du territoire de Mwanda en passant par le parc de réservoir pour terminer au dépôt de la SOGAZ avant d'échanger avec les membres de la SOCIR. Le ministère de l'économie s'est félicité du rôle que joue cette entreprise dans l'approvisionnement du pays en carburant. Le gouvernement appuie beaucoup cette société qui joue un rôle capital pour que le pays ne manque pas de produits pétroliers. J'ai voulu me rendre compte personnellement de la situation actuelle et de perspectives d'avenir. Son directeur du siège d'exploitation a remercié le ministère pour son accompagnement. À chaque moment, il répond aux besoins du secteur pétrolier. En répondant positivement à ces besoins, il répond directement aussi aux besoins de la population. Cette visite du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, restera gravée dans les annales de la SOCIR. La transparence dans la gestion minière. Le ministre Louis Watoum y tient. Il a procédé au lancement officiel dans la ville de Kolwezi du premier cadre de concertation gouvernement-entreprise minière. Cédric Enina. C'est la toute première réunion du cadre de concertation entre le gouvernement et les responsables des entreprises minières. La rencontre organisée par la Chambre des mines sur les sites des Kamoa avait pour objectif
de renforcer un dialogue franc et constructif avec les opérateurs miniers. Je me tiens ici avec beaucoup d'humilité pour bien sûr écouter, mais également savoir comment nous allons faire pour sortir de l'ornière. Et je souhaite un très bon débat avec les capitaines de l'industrie. Des fils en aiguille, en présence du ministre des Mines, Luatum Kabamba. Les discussions ont porté sur les préoccupations majeures du secteur, mais aussi sur la recherche des solutions concrètes. Cette table ronde, elle a également pour objet non seulement d'échanger, mais également de faire des propositions concrètes en termes de pistes de solutions pour que nous puissions faire avancer la cause du secteur minier. Parmi les recommandations retenues, la création d'un comité de suivi chargé de définir une feuille de route opérationnelle ainsi que l'instauration d'une évaluation périodique pour assurer l'application effective des résolutions. Profitant de son séjour dans le Lualaba, le ministre des Mines a également visité la société Tenke-Fungurume Mining, l'une des plus grandes exploitations de cuivre et de cobalt du pays. Nous remercions TFM également parce que vous avez pris le courage de venir, d'apporter les capitaux, la technologie, et cela a créé énormément d'emplois, énormément d'opportunités d'affaires également pour nos entrepreneurs et de très grandes contributions à l'économie nationale. Un tableau numérique de suivi et évaluation du climat des affaires en RDC présenté par le ministre d'État en charge du plan au vice-premier ministre du budget. Le pourquoi dans ces récits de Peggy Mukunda. Il est d'accord pour l'outil numérique innovant conçu pour centraliser et assurer un suivi rigoureux des réformes prioritaires. Le vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Mouzitou, a donné son accord après d'être informé sur les tableaux numériques de suivi et évaluation du climat des affaires. Le ministre d'État, ministre du plan, Guylain Nyembo, porteur du projet sur les tableaux numériques, était au ministère du budget dans le cadre de la mise en évidence des assignations relevant du ministère du budget, parmi lesquelles l'opérationnalisation des systèmes intégrés de gestion des marchés publics, la finalisation de la réforme des marchés spéciaux et la révision de la loi sur les marchés publics. Nous avons commencé avec la matrice des réformes qui a été validée au niveau du Conseil des ministres. Alors ici, nous présentons donc en même temps une plateforme qui permet à tout le monde d'interagir et au président de la République, à la première ministre, d'avoir une lisibilité sur les efforts qui sont consentis dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Accompagné de la cellule de climat des affaires de la présidence de la République, le ministre d'État, ministre du plan Guylain Nyembo, a réaffirmé la détermination du gouvernement congolais à garantir la transparence, renforcer la bonne gouvernance et consolider la confiance des investisseurs conformément au plan national stratégique de développement PNSD 2024-2028. Le président de la Chambre haute du Parlement congolais a discuté avec l'ambassadeur d'Ukraine accréditant RDC le jeudi dernier. L'entretien a porté sur la coopération interparlementaire entre les deux pays. Janine Kalenga, Gilompiana et bienvenue Lusala. Diplomatie parlementaire, l'Ukraine entend renforcer sa coopération interparlementaire avec la République démocratique du Congo. Reçu par l'honorable président du Sénat Jean-Michel Samalukonde Kenge, l'ambassadeur d'Ukraine en poste à Kinshasa, Vasil Amianin, a au terme de son entretien avec le président de la Chambre des sages, Jean-Michel Samalukonde, évoqué la démarche de son pays, l'Ukraine, envers la République démocratique du Congo et a insisté sur la nécessité de protéger les valeurs démocratiques. Donc, on a inauguré l'ambassade d'Ukraine en République démocratique du Congo, ça fait déjà 1 an, depuis l'avril 2024. Mais jusqu'alors, on n'a pas eu trop de liens entre les deux parlements de nos pays. Donc la bonne nouvelle est qu'en Ukraine, nous avons déjà établi un groupe d'amitié avec la République démocratique du Congo. Et on s'entend, on travaille pour que le Sénat puisse aussi faire la démarche de leur côté pour faire ce groupe en RDC. Et déjà, il y aura quelques pistes de cette coopération, donc c'est la coopération politique évidemment, et aussi l'échange des points de vue sur tout ce qui se passe dans nos pays, parce qu'il s'agit de contextes à peu près similaires. Dans tout pays, il faut le dire, dans tout pays démocratique, les parlements, c'est un socle, c'est un pilier important des valeurs
démocratique et de la force de l'État. Et la valeur, comme vous le comprenez, pour nous, tout comme pour vous, c'est la souveraineté, c'est l'intégrité territoriale. Le diplomate ukrainien a également annoncé la création récente au sein du Parlement de son pays d'un groupe d'amitié avec la République démocratique du Congo et a émis le vœu de voir le Sénat congolais créer à son tour un groupe similaire afin de formaliser les échanges et renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays. Pour vous ce soir, Oscar Malkaïj nous a rejoint pour la lecture d'une décision. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Gaëtan Magalano. Il s'agit d'une décision du gouvernement de la République à travers cet arrêté ministériel numéro 002-MIN-PF-AAM-CMC-JS-2025 du 18 septembre 2025 portant suspension du directeur général d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Régie des voies aériennes RVA SA. Le ministre du portefeuille, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 011/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93, vu l'acte uniforme tel que révisé en date du 30 janvier 2014, relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, vu la loi numéro 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministre délégué et de vice-ministre, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu les décrets numéro 13/036 du 3 septembre 2013 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du portefeuille, CSP en sigle, vu l'ordonnance numéro 23/226 du 12 décembre 2023 portant nomination de membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Régie des voies aériennes en sigle RVA SA, vu tel que modifié et complété à ce jour les décrets numéro 13/055 du 13 décembre 2013 portant statut de mandataire public dans les entreprises du portefeuille de l'État, vu les statuts de la RVA SA considérant les indices graves et concordant des fautes de gestion relevées à charge du directeur général de la RVA SA, notamment à la suite de l'incident survenu dans la nuit du 10 au 11 septembre 2025 à l'aéroport international de Ndjili, considérant la nécessité impérieuse de préserver les intérêts de l'État au sein de la RVA SA, considérant l'urgence, arrête. Article 1er. Est suspendu pour une durée de 3 mois et à titre conservatoire de toutes ses fonctions au sein de la RVA SA, entreprise du portefeuille de l'État, M. Ngoma Mbaki Léonard, directeur général. Article 2. Une enquête est ouverte afin d'établir les responsabilités et les rapports y afférents sera transmis à la haute hiérarchie conformément à l'article 9 du décret numéro 13/055 du 13 décembre 2013 portant statut de mandataire public dans les entreprises du portefeuille de l'État tel que modifié et complété à ce jour.
Article 3. L'intérim du directeur général suspendu est assuré par le directeur général adjoint conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur. Article 4. Le président du Conseil supérieur du portefeuille est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 18 septembre 2025. Julie Chikou, ministre du portefeuille. Voilà tout pour cette intervention. Merci Oscar Malkaïch pour cette information. Bonne soirée à vous. Tout à fait autre chose. La RDC dispose d'une logette électrique intelligente, un produit made in RDC. Le ministre de Ressources hydrauliques et électricité a procédé à son lancement. Le gouvernement s'engage pour son déploiement. Serge Merlemata. Développée par Kim Engineering, la logette électrique intelligente Made in Congo, Kinbox, avec son atout particulier, conçu pour la sécurité et les contrôles automatiques de l'électricité dans un bâtiment, qu'il soit équipé d'un système monophasé, biphasé ou encore triphasé, tout en étant connecté à des applications web et mobiles, comme l'a expliqué clairement son inventrice, Priska Makila. Nous ne pouvons plus attendre que d'autres trouvent des solutions pour nous. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Aimé Sakombi Mulendo, a salué cette avancée technologique congolaise. Nous honorons la qualité d'une formation technique et professionnelle d'excellence dispensée sur notre sol. Présent à la cérémonie, les ministres du commerce extérieur, Julien Paluku Kaonga, et la communication et médias, Patrick Mouya Yakatembouy, ont également mis en avant les génies congolais, tout en promettant les soutiens du gouvernement de la République en vue de gagner les marchés nationaux et africains. C'est une solution qui vient à point nommé et pour nous comme gouvernement, c'est un élément qui nous renforce dans la stratégie qui consiste à appuyer et à soutenir les jeunes Congolais. Primé plusieurs fois déjà pour cette solution innovante, Priska Makila est diplômée de l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA. Moderniser la gouvernance foncière et sécuriser le droit de citoyen, c'est l'objectif d'une réforme stratégique placée sous l'impulsion du chef de l'État. Le mardi dernier, la ministre des Affaires foncières a échangé avec la commission des experts. Cette dernière a présenté les conclusions de leurs travaux. Son Excellence, Madame la ministre des Affaires foncières, Oné Gentile, a reçu ce mardi 16 septembre la commission des experts venue lui présenter les conclusions des travaux de relecture et de réécriture de la loi numéro 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier ainsi que des sûretés. Initié le 30 août dernier lors d'un atelier de relecture solennellement ouvert par la ministre, ces processus de modernisation constituent un tournant historique dans la gouvernance foncière de la République démocratique du Congo. Selon Maître Augustin Kabaka, premier vice-président de la commission, les rapports remis à la ministre contiennent non seulement un projet de texte consolidé, mais aussi des propositions d'innovation majeures issues des débats d'experts. Visiblement satisfaite du travail abattu, Son Excellence, Madame la ministre, a salué l'engagement et la rigueur des experts tout en réaffirmant sa détermination à aller vite. Elle s'est fixée comme priorité, en arrivant à la tête de ce ministère, d'apporter des réformes sur la loi foncière pour éviter tout ce que le peuple congolais est en train de décrier dans le secteur foncier. Par ailleurs, la ministre des Affaires foncières a donné quelques recommandations à la commission des experts qui va les intégrer dans la version finale de l'avant-projet de loi. Cette réforme, portée par la vision et la volonté politique du président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, illustre l'engagement du gouvernement à doter les pays d'outils juridiques adaptés pour sécuriser les investissements, protéger les droits des communautés locales et lutter contre les pratiques frauduleuses. En politique, le rapporteur de la Chambre basse du Parlement congolais réaffirme son engagement politique et attachement à la vision du garant de la nation. La charte de l'Union sacrée de la nation rénovée, tous les partis politiques sociétaires et leaders devraient réaffirmer leur engagement d'appartenance
Jeudi 18 septembre 2025, c'était le tour de l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli Esengekeli et président national du parti politique Les Bâtisseurs du Congo BC, de signer la nouvelle charte de l'Union sacrée de la nation, preuve de son attachement à cette méga plateforme politique et à la vision de la haute autorité de référence Félix Tshisekedi. Cet acte posé en présence du conseiller juridique et politique de l'Union sacrée, Maître André Chitengue, est hautement significatif. Il est important que, comme parti politique, le Bâtisseur du Congo, nous puissions venir renouveler, comme vous l'avez dit, notre engagement et en même temps, comme membre du bureau de l'Assemblée nationale, venir signer cet engagement. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir, mais qui doit surtout venir une plateforme programmatique. Nous devons pouvoir conserver les pouvoirs, non pas par la force, mais par la confiance et la légitimité que nous allons gagner par le travail. Juste après, le rapporteur de l'Assemblée nationale a échangé avec le secrétaire permanent de cette plateforme, André Mbata. Tous les cadres du parti Les Bâtisseurs du Congo, mobilisés autour de leur leader Jacques Njoli, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie hautement politique. Un autre leader, influent de sa circonscription de Bukavu et cadre de l'UDPS, l'honorable Patrick Saloum, il est allé renouveler sa signature au bas de la charte de cette méga plateforme présidentielle. Après l'entretien avec le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbata, le député national Patrick Saloum Wita Kenge a confirmé son engagement par la pose de ses empreintes sur ces documents politiques rénovés et adoptés. Il s'agit tout simplement d'accomplir un devoir politique et patriotique. Notre participation à ce stade, c'est celui d'accompagner cette vision-là qui est portée par le chef de l'État, apporter notre engagement dans cette orientation qu'il a déjà donnée. C'est même ça l'utilité et le sens de l'union sacrée. Nous avons une patrie menacée à sauvegarder, les défis sont pluriels et le tout premier, c'est la sécurité, la paix à l'Est. C'est donc avec fierté que cet élu de Bukavu a accompli ses devoirs de haute portée politique. Comme annoncé au début de ces journaux, Cédric Kenina nous a rejoint sur ces plateaux pour le fact-checking de ce soir qui revient sur la vraie ou fausse information qui a circulé sur la toile faisant état d'une rencontre Félix Tshisekedi, Joseph Kabila. Cédric, qu'en est-il réellement? Effectivement, Gaëtan, cette information a visiblement pris les pas sur la vraie, d'autant plus que les sources officielles ne confirment pas cette rencontre de Pretoria le 18 septembre 2025 en présence, selon les auteurs de ces tweets et autres sur la toile, en présence du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Comme vous pouvez l'apercevoir sur ces images, il s'agit de quelques personnes difficilement identifiables, d'autant plus que ce sont des noms d'emprunt qu'ils utilisent, et ce sont celles-là qui ont fait cette annonce devenue virale sur la toile, affirmant que la rencontre aurait été ultra sécurisée et tenue dans la plus grande discrétion en seulement quelques minutes. Une fausse information, une fausse nouvelle. Mais alors la grande question est de savoir quelle est la bonne information dans tout ça. Le président Félix Tshisekedi s'est effectivement rendu à Pretoria à cette date, mais dans le cadre strict d'une visite officielle de travail avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Plusieurs médias crédibles comme Radio Okapi, Jeune Afrique ont confirmé cette rencontre bilatérale centrée sur les relations diplomatiques et économiques entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. En effet, pour cette rumeur qui circule sur la toile, c'est bien évidemment une désinformation qui s'inscrit dans une logique de manipulation de l'opinion publique pour s'aimer le doute, la confusion et brouiller systématiquement les lignes dans la lecture du paysage politique en République démocratique du Congo. Et en conclusion, la prétendue rencontre entre Tshisekedi et Kabila à Pretoria est une fausse rumeur, une désinformation, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le dit souvent le ministre de la Communication et Médias qui parle d'un poison rwandais.
une nouvelle boutiquée dans certaines officines. Et avant de relayer ce genre de contenu, il est crucial d'abord de passer à la vérification de sources, des sources fiables et officielles. Et dans le foisonnement d'infos d'une manière générale, souvent l'infox qui prend le dessus pour créer les sensationnels. Et le fact-checking est là, comme nous le faisons tous les soirs sur la RTNC, pour non seulement lever les coins du voile, mais aller évidemment au-delà des apparences pour dénicher les vrais du faux. Merci Cédric Kenina pour toutes ces précisions. Je pense que vous avez très bien surveillé les réseaux sociaux. Bonsoir. Exactement. Et puis c'est communiqué, la Régie des eaux et sa direction régionale de Kinshasa Est informe les abonnés de la ville Kinshasa desservie par son usine de traitement d'eau potable de Njili qu'un arrêt sera observé ce samedi 20 septembre 2025 à partir de 8h de Kinshasa jusqu'à la fin de travaux. Cet arrêt fait suite aux travaux de réparation de 4 fuites sur ces conduites de refoulement d'eau DN 1200 et DN 700 au croisement du boulevard Lumumba et avenue Liboké, quartier Salongo, limité. Par conséquent, une interruption sera observée dans la fourniture d'eau potable dans le commune et quartier ci-après. Salongo, limité, Maré, Monzimbile, Dingi Dingi, Tomesa, Massina, Kingasani, Njili, Mokali, Kisanso, Mi-Kondo, Badara, aéroport de Njili, Matete, Limete, Lemba, Mbanza-Lemba, Livulu, Rigini, Unikin, Ngaba, Yolo Nord, Yolo Izo, Mumbele, Kinshasa, Lingwala, Barumbu et Gombe, quartier Basoko. La Régie des eaux SA prie les abonnés concernés de bien vouloir se constituer de réserves d'eau et de l'excuser pour ces désagréments. Elle le rassure du rétablissement de la desserte aussitôt la fin de travaux. Fait à Kinshasa le 17 septembre 2025, le directeur régional de Kinshasa Est, ingénieur Adolphe Kamonaye Lou au Congo. C'était votre journal de la rédaction coordonné par Ati Tundwango, réalisé par Simon Kankolongo, Junior Luyeye, Liévin Yoba et Ruben Kumbu. Et jour de naissance à Yolande Voka, journaliste à la RTNC.